continuent de sortir massivement parce qu'ils ont encore envie de se faire entendre et ils ont envie de passer de faire passer en tout cas la période de présidence de Béchir et de son parti dans les oubliettes, puisque aujourd'hui ils disent qu'ils ont une image négative de ce que Béchir a laissé au Soudan comme héritage et bilan. Le second angle, c'est le risque que cela peut engendrer, parce qu'aujourd'hui, il faut quand même reconnaître que même si Béchir n'est plus au pouvoir, c'est son armée qui est au pouvoir. Derrière son armée, il y a une administration. Et les manifestants n'ont pas encore réussi à faire partir tout l'appareil directoire de cette formation politique. Donc, l'administration, les finances, l'armée et tout ça sont aujourd'hui occupés encore par les hommes de Béchir et donc des militants de Béchir. Et Béchir et son parti disposent encore aujourd'hui de militants, de sympathisants. C'est pas parce que Béchir est parti que les militants n'existent plus, ils existent toujours. Alors, quelle serait leur réaction? Imaginez un peu si les manifestants venaient à imposer la dissolution de ce parti politique. Le NCP, aujourd'hui, c'est quand même la plus grosse formation politique au Soudan. Il faut autant de Béchir, bien évidemment, puisque c'est cette formation qui remportait les élections, etc. Béchir était resté au pouvoir après de multiples élections présidentielles et tout. Donc les militants sont là. Quelle serait leur réaction si on venait leur annoncer, non pas que c'est les autorités qui ont décidé de la dissolution de ce parti, parce qu'il y a un organe qui dirige aujourd'hui le Soudan, mais que la décision a été imposée par les manifestants. Ces manifestants ont le droit de ne pas se retrouver dans la famille politique de Béchir, c'est leur droit, la démocratie le permet, mais qui laisse les autres militants rester dans la formation politique qu'ils désirent. Si tant est que ce sera une formation politique dirigée par Béchir, le NCP. Et donc, au risque de remettre le pays dans une situation catastrophique, parce que là, on a vu un peu ce qui s'est passé dans certains pays, au Togo particulièrement lorsque l'annonce avait été faite pour dissoudre le RPT. On a vu ce qui s'est passé. Le Soudan n'a pas aujourd'hui besoin de revenir encore en arrière. Je pense que les leçons ont été assez nombreuses. Les Soudanais ont tiré beaucoup de leçons de la chute du pouvoir de Béchir. Si Béchir, qui était le président, le puissant président du Soudan, à être renvoyé du pouvoir par les manifestants, ça veut dire que quelque chose a changé dans la vie politique de ce pays. Et cette leçon a été retenue par beaucoup de Soudanais. Contrairement un peu à ce que Thierry dit, s'il y a des élections dans 2 ans, dans 3 ans, je pense quand même que beaucoup de Soudanais se retrouveront dans la nouvelle équipe qui a insufflé quand même beaucoup de liberté, beaucoup d'espoir après le départ de Béchir. Oui, et j'aimerais dire ceci. Vous savez, la question qu'il faut se poser, est-ce que ce parti-là de Béchir a encore sa place dans le nouveau Soudan que veulent les Soudanais? Mais pourquoi pas? Non, parce que prenez tout simplement l'équipe qui dirige aujourd'hui ce pays. Est-ce que le gouvernement de transition, vous voyez des représentants de ce parti, du parti de Soudan dans cette équipe-là? Parce que les Soudanais ne veulent plus. Ils ne veulent garder aucun souvenir de l'air Béchir. Est-ce que c'est pas plus dans les urnes qu'il faut le dire? Oui. Vous vous rappelez par exemple le cas du Burkina Faso. Oui. Quand Blaise est parti, les gens ont dit que le CDP, on devait le dissoudre. Mais quand on est allé à la présidentielle, le CDP était 3e. Oui, mais c'est ce que je disais tantôt. C'est que les gens ne veulent plus que les anciens ou les dignitaires du régime Béchir puissent encore participer à la vie active du Soudanais. Mais oui, c'est des Soudanais. Oui, écoutez, c'est des Soudanais, mais les gens ont gardé de mauvais souvenirs de ces personnes-là. Donc, ils veulent tourner carrément la page.
Mais autant il y a eu de mauvais souvenirs, autant il y a quand même eu de bons souvenirs. Lesquels? On a parlé tantôt de Djamé. Et c'est vous-même qui disiez que les Gambiens, aucun parmi eux, ou bien la majorité, n'ont pas de bons souvenirs de Djamé. C'est pareil pour Béchir. C'est vrai. Et est-ce que depuis que Béchir a quitté le pouvoir, vous avez vu encore de manifestations de soutien à Béchir? On n'entend plus parler. On n'entend plus des soutiens de Béchir. On ne peut plus entendre parler. Pourquoi? Parce que Béchir n'est plus au pouvoir. Béchir, le chef suprême de l'armée. Oui, et vous avez vu que depuis qu'il n'est plus au pouvoir, le parti ne s'est plus prononcé. Oui. Le parti est pratiquement inexistant. Non, ce n'est pas que le parti. Par contre, au Burkina, malgré le départ de Blaise, son parti, il avait toujours de la voix. À l'époque aussi, la question de la dissolution du CDP au Burkina avait été posée. Et beaucoup disent même que le coup d'État qu'avait voulu perpétrer Diendéré trouve aussi quelque part ses racines là-bas. Parce que non seulement on avait voulu dissoudre le RSP, mais aussi mais là c'est différent. C'est-à-dire que c'est parce qu'il y avait des problèmes de leadership au sein du parti de Blaise. Les gens voulaient, il y avait une guerre entre ceux qui étaient avec... c'est un peu comme en Côte d'Ivoire, avec le départ, l'arrestation de Gbagbo. Vous avez vu la guerre qu'il y a eu entre les lieutenants de Gbagbo pour prendre la tête du parti. Donc aujourd'hui, ici, le parti de Béchir, on n'entend plus parler. Donc pourquoi ne pas aller à sa dissolution? C'est tout ce que le peuple demande. Moi, je parlais tout à l'heure des souvenirs positifs de la présidence de Béchir. Vous savez, quand Béchir était arrivé au pouvoir, le Soudan faisait face à des attaques terroristes. Et il a réussi à repousser. Et lui-même aussi fabriquait ces attaques terroristes-là pour se maintenir au pouvoir. Il a repoussé les terroristes, les djihadistes qui s'attaquaient régulièrement à son pays. Il a réussi à sécuriser les frontières de ce pays. Et pourquoi depuis qu'il n'est plus là, on n'entend plus parler de ces attaques-là? C'était aussi... La sécession du Soudan du Sud. Le Soudan du Sud ne serait pas créé aujourd'hui si Béchir ne l'avait pas voulu, parce que rien ne lui imposait de se séparer de cette portion de terre qui le reliait au Soudan. Mais il a voulu éviter la guerre, parce que le Soudan avait traversé beaucoup de périodes de guerre. Il a voulu éviter la guerre. Il a accepté que cette sécession intervienne et que le Soudan du Sud devienne un pays indépendant. Il a fait d'autres souvenirs. On va peut-être pas rentrer dans les détails. Mais moi, je pense qu'aller jusqu'à appeler à la dissolution de son parti politique peut intervenir si la décision venait des instances dirigeantes aujourd'hui. Là, c'est les manifestants. Oui, c'est une demande. C'est une demande du peuple. Maintenant, peut-être l'instance dirigeante va intégrer cette demande-là dans sa feuille de route. Oui. Mais la nouvelle autorité ou les nouvelles autorités qui poseraient le problème, le sujet, ça passerait plus vite que si c'est les manifestants qui l'imposent. Aujourd'hui, les manifestants, ceux qui manifestent aujourd'hui ne sont pas tous les Soudanais. C'est peut-être la grande partie ou la majorité des Soudanais qui ne s'accordent pas ou qui ne se sont pas accordés sur la gestion de Béchir, qui manifestent tous les jours. Si vous allez au Soudan aujourd'hui, vous retrouverez des militaires, des sympathisants de Béchir. Parce qu'il y en a encore, il y en a plein, mais ils sont restés silencieux parce qu'on leur a imposé ce silence. C'est tout à fait normal. Votre chef suprême n'est plus au pouvoir. Qu'est-ce que vous avez à faire? Vous ne pouvez pas sortir pour manifester. Si vous manifestez, vous avez en face vos adversaires qui occupent les rues tous les jours. Vous avez en face un nouveau pouvoir qui s'est allié aux manifestants. Sinon, il ferait revenir Béchir. C'était l'armée de Béchir qui a pris le pouvoir. C'est aussi la grande question, parce que beaucoup ont l'impression que souvent, quand par exemple le président est chassé du pouvoir, les partisans, il n'a plus de supporters. Et pourtant, il en a énormément. mais c'était que, je ne sais pas comment le dire, l'intérêt n'y est plus.
Donc, chacun, c'est la débandade parce que les gens ont peur pour leur vie. Et quelque part, le président fondateur du parti, qui est encore président du pays, était une sorte de parapluie pour les militants du parti quand il n'est plus là. Et puis, quand il est parti dans des conditions qui ne sont pas aussi chaudes là, donc les gens se cachent. Voilà, les gens se cachent. Oui, mais est-ce que ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de supporters? Non, mais il n'a qu'à se prononcer. Non, justement, est-ce que le contexte est suffisamment tendu pour qu'eux ne s'expriment pas? Et voilà pourquoi on demande la dissolution du... C'est le peuple. Ils sont fondés à demander cette dissolution. C'est le peuple. Mais je dis, en principe, cette question de dissolution du parti de Béchir ne doit pas trop aussi préoccuper les Soudanais, parce que les problèmes qu'ils vivaient sous Béchir sont toujours d'actualité. Voilà, donc je crois qu'ils doivent plutôt aider les actuelles autorités à travailler pour l'amélioration de leur quotidien que de je dirais peut-être que c'est une chasse aux sorcières qui ne dit pas son nom, qui est en train de se dessiner au Soudan. Donc, ils n'ont qu'à s'attaquer aux problèmes sociaux que de vouloir la dissolution du parti de Béchir. Et puis, au-delà de la dissolution du parti, ils ont demandé également que toute la lumière soit faite sur la tuerie, on se le rappelle, la dispersion de cette manifestation. C'est là où il y aura un problème, parce que la junte militaire est impliquée dedans. Non, c'est clair, parce qu'il faut demander que les comptes soient faits. On ne peut pas traverser toute cette période d'instabilité, on ne peut pas investir tous ces efforts et se dire que le combat est déjà remporté. C'est vrai qu'aujourd'hui, les nouvelles autorités ont instauré le partage du pouvoir. Est-ce qu'ils ont mandat? C'est ça aussi la question qu'il faut se poser, parce qu'ils ont une feuille de route bien définie. Est-ce qu'ils ont mandat d'enquêter, d'investiguer sur ce qui s'est passé? Le Premier ministre Abdallah Hamdok a annoncé la création d'une commission indépendante d'enquête. Ils dirigent une transition de 3 ans. Au bout de ces 3 années, je pense que beaucoup de dossiers vont être élagués. Il faut faire la lumière sur cette tuerie. C'est vrai que la junte au pouvoir aujourd'hui est complice. C'est elle qui a dirigé cette tuerie-là. Oui, mais les Soudanais ont besoin de réponses, ont besoin de mettre des noms sur des auteurs ou ceux qui sont reconnus. Est-ce que les Soudanais ne sont pas quand même en train d'aller vite en besogne? On veut tout régler durant une transition. Ça peut permettre de sortir définitivement de cette période d'instabilité politique. Non, je crois que ça peut être source de blocage du processus de transition. S'il y a la volonté de il faut peut-être laisser un régime et légalement, faire connaître de ce dossier. Qu'est-ce qui prouve que jusqu'à l'avènement du nouveau pouvoir au Soudan, les preuves ne vont pas disparaître? Ah non, quand même. On va aller à la pause et on revient pour le quand même. Incroyable, 1000% de bonus. 1000% de bonus. Chez Tougoucel, vous avez jusqu'à 1000% de bonus sur les forfaits packagés. 1000 francs CFA vous donne 9000 francs CFA de crédit de communication plus 100 mégaoctets. Composez étoile 919 dièse, souscrivez et appelez en toute quiétude. Étoile 919 dièse. Bois Funoufa. Tougoucel, le leader. Are you an advertiser? Do you have product? Would you like to show your commercials on the New World TV channels? Quickly contact the sales department at 22551933 or on our WhatsApp number 70267676 or 96939310 or on our email commercial@newworldtv.com.
Do you want a television that is engaging? Then watch our 8 channels and let yourself be transformed. New World Info French keeps you up to date on current affairs and presents you with programs on politics, economic, social topics and influential films in French. With New World Info English, watch news and current affairs programs in English. New World Cinema brings you movies of all kinds, series and sequel, telenovelas, and youth entertainment for your moment of relaxation. New World Transnat, an innovative channel exclusively dedicated to programs in vernacular and local dialect, a common bond to African countries for promoting local languages. New World Magazine presents you with cultural programs of all forms through educational and fun programs. New World Music, the top music of all ages and kinds. You will enjoy the diversity of African, American, European, Asian, gospel music and many more. New World Sport 1 brings you all the statistics and features on sport disciplines in Africa. With New World Sport 2, watch big championships and tournaments live and all sport disciplines in Europe and around the globe. New World TV, a channel that transforms you. Vers la concrétisation du vote de la diaspora, les Togolais de l'extérieur pourront bientôt participer aux consultations électorales nationales. Le gouvernement réuni en Conseil des ministres le vendredi 18 octobre dernier a adopté un projet de loi en ce sens qui modifie et complète certaines dispositions du code électoral tout en précisant les conditions de participation au vote de la diaspora. La démarche entre dans le cadre des recommandations formulées par la CEDEAO dans sa feuille de route et corrige les dispositions sur le vote de la diaspora figurant déjà dans le code électoral, mais qui ne sont pas adaptées ou suffisantes. On va en parler tout de suite et on reçoit sur le plateau Marc Aboflan. On aurait dit que vous êtes venu pour le Togo. Bonsoir Marc. Bonsoir. D'abord, toutes mes excuses aux téléspectateurs pour ce retard qui... voilà, je pense, mais je suis heureux. Si vous dites indépendant de votre métier, ça va ressembler à une phrase petite consacrée. Je ne voulais pas utiliser la formule consacrée, mais je suis quand même heureux puisqu'on va parler du Togo et vous tous savez l'amour que je porte pour ma chère. D'accord. David, le vote des Togolais de l'extérieur va devenir bientôt une réalité? Alors, déjà, moi, personnellement, je salue l'initiative qui a été prise par le ministre des Affaires étrangères de faire du vote de la diaspora togolaise une réalité à travers le projet que le ministre Doucet avait dirigé. Le Haut Conseil des Togolais de l'extérieur. Qui l'a amené à faire des tournées un peu partout à l'extérieur et tout. Ce désir était une sorte de réclamation de l'ensemble des Togolais, de nos concitoyens qui vivent à l'extérieur des frontières du Togo, parce qu'ils s'estiment être aussi... ils sont conscients de ce qui se passe dans le pays. Ils ont envie d'être aussi témoins et acteurs de cela. Et donc l'initiative, moi je la salue personnellement, parce qu'elle est arrivée aujourd'hui à concrétisation. Mais malheureusement, le constat a dégagé que l'attente de beaucoup de Togolais n'a pas été comblée, parce que l'organisation et la gestion de ce projet n'a pas réuni l'adhésion totale. On parle de 2 millions de Togolais qui sont à l'extérieur. Mais aujourd'hui, combien ils sont à avoir le droit de vote? Est-ce que les conditions dans lesquelles ce droit de vote va être opéré sont aujourd'hui bien précisées? Certains et nombreux, surtout la majorité de nos concitoyens, ont très tôt porté un regard de réserve sur ce projet et sa réalisation, parce que les conditions dans lesquelles ce projet a été lancé et ce projet dans lesquelles ce projet devait être concrétisé n'ont pas été celles qui composaient les attentes de ces Togolais, puisque on a estimé que beaucoup estimaient qu'ils ont été lésés parce qu'ils n'étaient pas en accord avec la politique, ils n'étaient pas militants ou sympathisants du parti au pouvoir, donc ils s'estimaient aujourd'hui lésés. Ils auraient aimé apporter également leur pierre à la construction du pays, mais malheureusement ça n'a pas donné. Est-ce que ces Togolais qui vont avoir ce droit de vote seront
représentatif de la diaspora togolaise à l'étranger. C'est un peu ça le problème. Et je pense que même en interne au pays, ce projet est à différents égards interprété avec beaucoup de réserves, parce que sur les 2 millions de Togolais qui sont à l'étranger, peut-être ceux qui auront ce droit de vote n'atteindront pas le nombre auquel s'attendraient beaucoup de Togolais. Marc Abouflan, le droit de vote de la diaspora, on le sait, ça existait dans le code électoral depuis fort longtemps. Le projet de loi vise juste à faire un certain nombre d'adaptations et à corriger certaines insuffisances. Il y a une réflexion que quelqu'un a faite il y a quelques jours sur les réseaux sociaux qui disait le pouvoir acte ce vote parce que le pouvoir est sûr maintenant de contrôler les choses. Pas forcément. Vous savez, le vote de la diaspora fait partie des revendications emblématiques du Parti national panafricain. Je pense que c'était même les 2 revendications à la base du 19 août 2019. Et on peut aujourd'hui être fier du fait que, ou en tout cas saluer le fait que le président de la République a répondu à ce que moi j'appelle toutes. Parce que aujourd'hui, acter le vote de la diaspora vide de son contenu les recommandations de la CEDEAO, parce que sur ces recommandations-là, les éléments essentiels, c'était d'abord de faire les réformes constitutionnelles et institutionnelles. Ce qui a été fait, c'est de libérer les détenus politiques. La plupart d'entre eux ont été graciés. Et c'était justement de réfléchir sur les voies et moyens pour mettre en œuvre ce vote de la diaspora-là. Ce qui aujourd'hui vient d'être fait. C'est vrai que ce vote de la diaspora existait déjà dans notre code électoral, mais dans des contextes pas vraiment adaptés. Et donc, il fallait repréciser, en tout cas, ce que c'est que vote de la diaspora, mais même repréciser ce qu'on appelle diaspora. C'est vrai que David faisait le parallèle tout à l'heure avec le projet de mise en place du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur, qui, à mon avis, doit être différencié de la possibilité de donner aux Togolais de voter. Parce que, à mon avis, il s'agit de 2 choses différentes. Être Togolais de l'extérieur ou Togolais de la diaspora diffère d'être Togolais avec capacité de voter. Parce que pour être Togolais avec capacité de voter, il faudrait être un Togolais de nationalité. Et pour être Togolais de la nationalité, notre code de la nationalité est clair. La binationalité n'existe pas chez nous. Et donc, tous ceux qui sont Togolais et à un moment donné ou un autre ont opté pour une autre nationalité n'ont plus, en réalité, le droit à la nationalité togolaise et donc, par conséquent, droit de vote. Et il faudrait une loi pour repréciser tous ces éléments-là. Et je pense que cette loi qui est passée en Conseil des ministres à la bienvenue, elle est la bienvenue d'autant plus qu'elle intervient à la veille d'une échéance importante, l'élection 2020. Et je pense que si la CENI et la CEI dans les ambassades sont mises en place et que les diligences sont faites, au moins pour une première fois, les Togolais de la diaspora pourront voter ce qu'ils ont réclamé. Je pense que ça fait 20 ans déjà que les Togolais de l'extérieur réclament ça. Maintenant, sur toute mesure, il faut, comme le dit David tout à l'heure, pouvoir dénombrer les Togolais de la diaspora. Lui, il avance le chiffre de 2 millions. Le dernier chiffre que le ministère a avancé, c'est 3,8 millions. C'est-à-dire que d'abord, même sur le dénombrement de ces Togolais de la diaspora-là, il y a un problème de statistiques qui sont difficiles à cerner. Et on oublie que beaucoup de Togolais de la diaspora sont en réalité en Afrique. Généralement, quand on parle de diaspora, nous tournons les yeux vers les États-Unis et l'Europe, mais la plus grande diaspora du Togo se trouve au Bénin, au Nigeria et au Gabon. Et donc, il faut repréciser tout ça. Et puis, il ne faut pas oublier aussi le fait qu'il y a beaucoup de Togolais et au Togo et à l'extérieur qui n'ont pas de documents d'identification, qui n'ont ni de documents d'identification togolais, ni de documents d'identification de leur pays d'accueil. Et ça sera extrêmement difficile pour ces personnes-là de voter et pour le gouvernement de les décompter sans léser une partie. C'est pour ça que la carte consulaire qui doit permettre à ces Togolais de l'extérieur-là de voter, à mon avis, une très bonne initiative. Et je pense qu'il faut saluer cette volonté du gouvernement-là de s'arrimer aux recommandations faites par la CEDEAO. Thierry Afanoupe, ce projet de loi, c'est vrai, on le dit, il tombe très bien, mais en même temps, il y a beaucoup d'autres paramètres qui doivent être pris en compte, notamment la situation des Togolais qui vont à l'extérieur. Est-ce que les Togolais partent dans de bonnes conditions? Signalent-ils ici qu'ils sont partis? Quand ils vont là-bas, est-ce qu'ils se signalent à la représentation diplomatique? Est-ce qu'ils sont
dans les conditions aujourd'hui de pouvoir exercer le droit de vote. Et quand vous ne partez pas par les voies légales, c'est difficile pour vous de se signaler que vous avez quitté votre pays pour un autre. Donc, il y a certains Togolais qui vivent à l'extérieur dans la clandestinité. Donc, ça serait difficile pour ces Togolais-là de se signaler. Et Marc disait que la voie de la carte consulaire optée par le gouvernement pour faire voter les Togolais de l'extérieur est une bonne chose, mais moi je ne crois pas, parce que sous d'autres cieux, ce qui est demandé, c'est plutôt le passeport et la carte d'identité, parce que pour avoir la carte consulaire, il faut se signaler. Il faut se signaler. Or, vous savez que nous avons ce problème-là dans notre pays. Les Togolais de l'extérieur ne font pas trop confiance aux représentations nationales dans ces différents pays-là. C'est pour cela que il a avancé un chiffre de 3 millions et quelques. David parle de 2 millions. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on ne s'accorde pas sur le même chiffre. C'est vrai que la mise en œuvre du processus du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur nous a permis d'avoir une cartographie pas totale des Togolais de l'extérieur, et aujourd'hui le gouvernement se précipite à autoriser les Togolais de l'extérieur à participer au vote. C'est une bonne chose, parce que c'est l'une des revendications de la C14, PNP C14, et cela a été d'ailleurs recommandé par la CEDEAO. Et vous savez ce qui se passe aujourd'hui, il y a même le débat concernant les réformes électorales avant la présidentielle de 2020. Et voilà ce qui est en train de faire, parce que si vous prenez le projet, la modification qui est en cours, ça porte sur 32 articles. Et ces modifications-là interviennent alors que, je veux parler de l'opposition dans son ensemble, en tout cas celle qui a revendiqué des trucs depuis 2019, la C14 ne participe pas à cette modification en cours. Je me demande, est-ce que les modifications qui vont intervenir vont dans le sens des réclamations telles que formulées par la C14. Donc, ça va créer, à mon humble avis, d'autres problèmes à notre pays là. Parce que si aujourd'hui, on autorise la diaspora et togolaise à participer au vote, il faut penser également qu'on doit avoir des élus de la diaspora. Donc, tout ça là aussi, en principe, on devrait s'asseoir autour d'une table, discuter et arriver à un consensus avant de se lancer. Si le gouvernement aujourd'hui se précipite dans cette voie-là, alors qu'au même moment, l'opposition appelle à un dialogue, donc ça veut dire que peut-être le pouvoir en place a la certitude d'avoir la majorité des voix des Togolais de l'extérieur. Justement, quand Thierry faisait son développement, une idée me vient à la tête. Je sais qu'il existe un protocole additionnel de la CEDEAO qui demande de ne pas toucher aux tests fondamentaux s'il n'y a pas consensus à 6 mois des élections. Quand on regarde ce projet qui est introduit, ça touche le code électoral, justement, qui est un test fondamental pour les élections, et ça risque de faire jaser les autres. Bien évidemment, et ça pose un problème d'interprétation de nos tests, des tests fondamentaux de ce pays. Sur la question du vote de la diaspora, moi, je salue l'initiative prise par le gouvernement, mais au même moment, je m'interroge parce que je me dis, est-ce que ça sert? Est-ce que ça vaut la peine de courir pour faire voter la diaspora alors que les conditions ne sont pas toutes réunies? C'est un peu ça. Marc parlait tout à l'heure de la feuille de route de la CEDEAO qui a été dans sa globalité ou dans sa majorité solutionnée. Je dis non, il y a encore des points qui sont restés intouchables et qui peut-être refusent d'être touchés. On parle de réforme institutionnelle, mais aujourd'hui la CENI elle est toujours là, la Cour constitutionnelle elle est toujours là, elle n'a jamais été changée. Pourquoi? On ne le sait pas. La libération des partis des détenus politiques, c'est des petits poissons qui ont été libérés. Les gros poissons sont là, on les connaît. Qui on appelle les gros poissons dans cette histoire de manifestation de 2019? Il faut
dès qu'on a commencé, moi ce que j'ai salué d'abord, c'est les réformes qui ont été faites. Que ce soit fait avec l'opposition, en présence de l'opposition de la C14 ou pas, aujourd'hui on a un texte qui réglemente la limitation de mandat, ce qui a été toujours réclamé depuis très longtemps, c'est fait. L'élection à 2 tours, c'est fait, c'est acté, aujourd'hui c'est bon. Maintenant, le reste, il faut qu'on ait un œil d'observateur averti pour pouvoir solutionner tous les problèmes. Si on veut s'investir pour trouver des solutions à tous ces problèmes, faisons-le totalement. Moi, aujourd'hui, quand on parle de la diaspora togolaise, je vous dis, Marc et moi, on ne se met pas d'accord sur les chiffres parce qu'il y a un problème. On ne sait pas combien de Togolais vivent à l'extérieur. Et qui sont ces Togolais qui vont voter, qui ont le droit de voter. On parle de carte consulaire. Thierry disait tout à l'heure, pour disposer d'une carte consulaire, il faut vous signaler Ah oui. que vous avez les papiers qui vous permettent de séjourner dans votre pays d'accueil. Alors que beaucoup de C'est sûr, c'est pas ceux qui ont pris des bateaux pour aller. Ah, voilà. Voilà. On ne va pas rester dans l'illégalité et avoir des exigences aussi vis-à-vis de l'État. Qui doivent voter aujourd'hui? C'est ce que d'autres pays ont trouvé comme solution. Si vous avez votre carte d'identité togolaise, ou si vous avez un document officiel, un passeport togolais, que ce soit valide ou pas, vous avez... Et ce document-là aussi, certains Togolais ont des problèmes pour l'avoir. Je parle du cas de Bokor. Bokor peut vouloir voter, mais aujourd'hui, il n'est plus détenteur du passeport togolais. Donc, vous voyez que ça pose problème. Il y a aussi le point, parce qu'on dit qu'il faut, pour créer, par exemple, les CEAI, oui, les commissions d'ambassade indépendantes, on fait un dénommement pour voir le nombre qu'il faut pour le créer. Mais on vote peut-être en février prochain. Et tout ça ne peut pas se faire avant février. Non. Ce dénombrement-là pour créer les CEAI, ça se fait vite. Aujourd'hui, le choix est déjà fait, axé dans la loi. C'est-à-dire, on est en train de dire là qu'on ne connaît pas le chiffre exact. Oui. Et je viens à ce développement. Non. On ne lance pas un processus de développement. Permettez-moi de mieux expliquer, s'il vous plaît. La loi dit ceux qui disposent de carte consulaire. Vous savez combien de datant de 6 mois. La loi dit qu'il faut faire un dénombrement pour pouvoir créer ces commissions électorales indépendantes d'ambassade. Alors, aujourd'hui, nos consulats disposent déjà de cette liste. Il suffit à la CENI de se rapprocher du ministère des Affaires étrangères. Le problème, tous ne se sont pas signalés. Mais il y a une question, vous savez, est-ce qu'au-delà de qui sont ceux qui se sont signalés, vous savez, quand on parle de droit de vote, chaque droit va avec un devoir, va avec des devoirs. Quand on demande, on exige même le droit de vote dans son pays, c'est parce qu'on est en règle vis-à-vis. On ne peut pas être dans l'illégalité, être clandestin dans son pays d'accueil et réclamer le droit. Nous faisons recenser au Togo. Avec quel document? Lorsque le processus... Mais il y a une différence, entre les Togolais vivant au Togo et les Togolais. Nous avons les mêmes droits, je ne refuse pas. Nous avons les mêmes droits. Mais il faut quand même les dénombrer. Pas témoignage. Pourquoi au Togo on autorise des Togolais à se faire recenser? Juste sur simple témoignage. Parce qu'ils sont au Togo. Et si des gens veulent bénéficier de ça, mais qu'ils rentrent simplement. Alléger. Moi, je pense que la diaspora a réclamé ce droit-là. La diaspora a réclamé ce droit-là. Et avec chaque droit... C'est vrai, la diaspora a réclamé, mais tout est fait pour ne pas permettre à cette diaspora-là de participer à ce vote en question. Aujourd'hui, notre pays a des difficultés justement à dénombrer les Togolais de l'extérieur. Pourquoi? Parce que beaucoup... de faire d'abord. Marc. Vous savez, aujourd'hui, il y a des Togolais de l'extérieur qui sont dénombrés. 3,5 millions. En même temps, quand il a fait son haut conseil, il y a eu à peine 170 ou quelques Togolais qui sont inscrits. Donc, c'est une goutte entre ceux qui se sont inscrits, il y a une réalité aussi. Pour voter pour le haut conseil du Togo, des Togolais de la diaspora, il fallait aller sur Internet. Et nous savons que même des Togolais... Non, mais dans les pays d'accueil, dans les pays d'accueil, vous n'allez pas me dire... Vous avez... Le plus grand pays d'accueil, c'est le Bénin. Et il y a... Le plus grand pays d'accueil, c'est le Bénin. Et au Bénin, les conditions ne sont pas vraiment différentes que celles au Togo. Combien de temps, par exemple? Lorsque vous introduisez une demande pour avoir une carte consulaire, il vous faut patienter 3 mois. Avant d'abord, parce que la commission... on est déjà attrapé par les élections. La carte consulaire a la mission de mener des enquêtes. Il y a un fait. Parce que les Togolais, il y a les Togolais de l'extérieur qui sont aujourd'hui dénombrés.
ceux qui disposent d'une carte consulaire, qu'ils soient minoritaires, qu'ils soient une partie infime, ils ont aujourd'hui une carte consulaire. C'est eux que le Togo reconnaît à l'extérieur. Parce qu'on peut être des milliers, des milliards même dans la diaspora. C'est ceux qui vont à l'ambassade, ceux qui se déclarent comme des Togolais, qui ont ces documents, qui n'ont pas une double nationalité. Parce qu'il faut faire appel aussi au code de la nationalité. Le ministère évoque le chiffre de 3 200 000 Togolais qui sont à l'étranger. Oui, il y a des Togolais qui sont à l'étranger. Mais entre les Togolais qui sont à l'étranger, c'est comme nous sommes au Togo. Et il y a qu'une centaine qui sont il y a 7 millions de Togolais. Mais les Togolais disposant d'une carte d'identité n'atteignent, je ne connais pas le nom, mais atteignent 25%. C'est ça cette réalité. Au moins aujourd'hui, il faut avoir une base pour démarrer ce vote de la diaspora. Là. Et cette base-là, c'est ceux qui disposent effectivement d'une carte consulaire à date. Maintenant, à l'avenir, les Togolais de la diaspora qui veulent disposer de ce droit, qui veulent jouir, parce que ce droit est déjà acquis, qui veulent jouir de ce droit-là. La présidentielle prochaine, actuellement, dans les conditions dans lesquelles les choses sont préparées, ça ne vaut pas la peine. La diaspora peut voter. Il y a de prochaines élections. Tu n'es peut-être pas de la diaspora, c'est la diaspora qui a réclamé. Moi, je connais des Togolais de la diaspora qui ont marché sur une dizaine de week-ends pour réclamer ce vote de la diaspora-là. Oui, mais les conditions dans lesquelles... Voilà, les conditions... Qu'est-ce que vous appelez conditions? Non, attendez, Marc, nous sommes à 3 mois... à 3 mois des élections, si je ne me trompe. En 3 mois... Novembre, décembre, janvier, février. Voilà, nous sommes à 4 mois ou bien à 3 mois des élections. Si je me base sur l'argumentaire de David, qu'il vous faut 3 mois. Minimum 3 mois. Minimum 3 mois. Ça reste à vérifier par les services. Non, je ne crois pas que David va s'amuser à avancer, à déclarer quelque chose. Faire diligence pour le ministère des Affaires étrangères de 6 mois avant d'être pris en compte. Oui, c'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, à date, ceux qui peuvent participer à cette élection 2020, si tant est que le vote de la diaspora est organisé, ce sont les Togolais qui disposent déjà d'une carte consulaire. Ce n'est pas parce que le vote est acté que les gens vont aller vous voyez. C'est la centaine, c'est ce que le ministère des Affaires étrangères Voilà. Donc, c'est pour ces 100 personnes-là que les candidats en liste vont se déplacer à l'extérieur pour battre campagne. Puisqu'il y a possibilité aussi de battre campagne à l'extérieur. Pourquoi vous minimisez ces Togolais de la diaspora? Non, attendez. Je crois que on peut mieux faire. On peut mieux faire. Les premières élections générales, combien de personnes avaient voté? On peut mieux faire si on prend encore du temps. Et puis, ce qui me fait chaud là, c'est que on prend encore du temps jusqu'à quand? Ce n'est pas les seuls points réclamés par l'opposition. Aujourd'hui, on parle même de revoir le cadre électoral même. On parle de la composition, parce que le problème qui va se poser, et si jamais on doit constituer les commissions électorales indépendantes d'ambassade, on doit les constituer dans la forme actuelle de la... Or, aujourd'hui, ces CELI-là sont contestés. Parce que il faut pas faire aussi amalgame. Non, je ne fais pas. Notre opposition a réclamé des réformes électorales. Mais il y a des réformes électorales, des réformes institutionnelles et constitutionnelles qui sont actées dans les recommandations de la CEDEAO. Et je disais que ces réformes ont été vidées parce qu'aujourd'hui, les seules que ces recommandations-là ont réclamées, c'est la réforme de la Cour constitutionnelle. Et la réforme de cette Cour constitutionnelle est actée aujourd'hui. La réforme de la CENI n'avait pas... La réforme globale de la CENI n'était pas des recommandations. Ça n'a pas encore pris forme. Ce qui a été fait pendant ces recommandations-là, c'était de revoir la réforme de la Cour pas de réformer globalement, mais de revoir la composition. Cette composition a été revue et l'opposition a refusé de siéger. Il ne faut pas oublier notre passé récent. Vous savez, restons fidèles aux faits. Les recommandations disaient de recomposer la CENI. On a même fait partir des gens à la CENI pour recomposer. Ça a été recomposé, acté par le Parlement. Ça, c'est des documents qui existent, actés par le Parlement. Ces personnes-là ont refusé de siéger. Et donc, la prochaine présidentielle va encore être organisée par l'actuelle CENI. Donc, l'actuelle CENI a été élue après, l'actuelle CENI a été élue après la mise en place du Parlement. Pour revenir sur la question du vote de la diaspora, moi, je pense qu'on n'a pas besoin véritablement de se précipiter.
C'est vrai que... Je pense, pour ces Togolais de la diaspora qui ont réclamé moult fois un nouveau vote, vous allez leur dire d'attendre encore une nouvelle élection. C'est vrai que ça a été réclamé. Et tout le monde s'accorde là-dessus. Mais les solutions sont là. Elles sont tellement simples à exécuter si on a la volonté de faire participer les milliers de Togolais qui sont à l'étranger. C'est tellement simple. Quand on me parle de carte consulaire, je dis non. C'est ce qui pose problème, c'est juste la carte consulaire. Voilà. On pouvait dire détenteur d'un passeport valide, et puis ça règle le problème. Même si le passeport n'est pas valide. Même si le passeport est là, ça pourra poser le problème de celui qui a déjà la double nationalité. Il y a beaucoup de problèmes. Mais comment on ne peut pas autoriser des Togolais vivant au pays à utiliser une carte aspirée. On aurait pu attendre, en organisant cette diaspora-là, peut-être avec la mise en place du bureau du HCE. Voilà, donc je ne sais pas pourquoi on précipite les choses. C'est pour plaire peut-être à la communauté international, que voilà tout ce que vous nous demandez. C'est quand même paradoxal que nous réclamons des choses. Moi, j'ai entendu sur ce plateau des journalistes qui disent que le vote de la diaspora était important, qu'il était urgent que le gouvernement mette en place cela. Aujourd'hui que nous avons la chance d'avoir ce vote de la diaspora, mais acceptons et faisons les preuves. Parce que nous avions parlé de ces élections locales longtemps. Aujourd'hui, c'est fait. De la limite dans laquelle ils se retrouvent. De quelle limite? Avec le processus du vote. Il y a des Togolais de l'extérieur qui disposent de cartes consulaires. Moi, je connais plein de Togolais de la diaspora. Je ne peux pas les dénombrer. Je ne travaille pas au ministère des Affaires étrangères. Mais je sais qu'il y en a qui disposent. Donnons déjà à ces personnalités. Donnons déjà à ces Togolais-là qui se sont mis dans les règles. Marc, vous savez tout comme moi que nos ambassades à l'extérieur ont des véritables problèmes. Peut-être c'est sous Doucet qu'on a vu d'amélioration dans ces ambassades-là. C'est pour cela d'ailleurs que les Togolais de l'extérieur ne faisaient pas confiance à ces ambassades-là ou à ces consulats. Allez juste demander le renouvellement. Vous vivez en France, ou non, je ne sais pas, en Angleterre. Allez à l'ambassade du Togo et demandez le renouvellement de votre passeport. Demandez juste le renouvellement de votre passeport. Mais on vous fait trimer pendant très longtemps. Et beaucoup sont obligés de revenir au pays. Mais vous savez les conditions dans lesquelles certains ne sont pas. Ils n'ont même pas de papier. Quand vous quittez, vous sortez de votre pays, vous ne pouvez plus rentrer. Alors que les ambassades sont là pour vous aider. C'est quand même rigolo. Des gens qui partent sans papier. Qui n'ont pas de papier. Vous savez comme nous, les conditions dans lesquelles et que nous permettons de nous amuser avec ces lois-là au Togo, à l'extérieur, il ne faut pas oublier que ces personnes-là vivent sur un territoire. Et que ce territoire-là a des lois qu'il faut respecter. On ne peut pas se permettre de faire voter à l'extérieur des clandestins. De se faire recenser sur simple témoignage d'un chef au Togo. Je pense qu'à l'étranger, le seul document qui peut être demandé à tout Togolais vivant dans la diaspora, ou c'est le passeport, ou c'est la carte d'identité. Voilà. Merci Marc Abouflan, merci Thierry Afanoukwe, David Jalbavi, merci beaucoup. Merci à vous tous de nous avoir suivis et on se donne rendez-vous demain